coûte un Audi Q7 4 litres de V8 TDI à l'entretien et à l'utilisation? C'est ça la réponse que je vais vous apporter dans cette vidéo. Si j'ai la voix un petit peu rauque, c'est normal, j'ai pris mon traitement pour mes problèmes au niveau des bronches et des poumons. Alors, je me suis abusé parce que, voilà, le Q7, il est réparé maintenant depuis quelques mois, on le roule et tout, il n'y a pas de problème et tout ça. Cependant, j'avais fait une vidéo où je parlais de l'entretien et de combien coûtait une voiture comme ça, en fait, au quotidien et tout, mais ça faisait maintenant 1 an et demi que j'avais fait cette vidéo. Maintenant, au bout de 2 ans, j'ai beaucoup plus de recul pour vous faire une vidéo un peu plus objective, une vidéo un peu plus détaillée sur ce que m'a coûté le Q7, du coup, depuis l'achat de ce véhicule. Alors, il faut savoir que, voilà, c'était un Audi Q7, finition S-Line, tout ce qui... Alors moi, le seul truc que j'ai pas dans ma phase à moi, parce qu'en fait moi c'est un phase 1 pré-facelift, donc ça veut dire c'est un phase 1 presque phase 2, mais pas totalement, j'ai les feux du phase 2 et tout, mais il me manque le démarrage sans clé, je crois, et 2-3 conneries comme ça. Et dans son modèle à lui, donc que j'ai, il manque juste les repose-têtes avec les lecteurs DVD dedans pour les enfants. Ils étaient d'origine, mais l'ancien propriétaire les a enlevés parce qu'il y avait eu un problème et tout ça, il a remis des repose-têtes standard et tout ça. Mais voilà, c'est un Q7 phase 1 pré-facelift, V8 4 litres de TDI, d'origine 320 ou 330 chevaux, je sais plus exactement, je sais plus la puissance exacte, et puis voilà, je crois que des jantes en 21 pouces d'Audi RS4, donc ça aussi c'est pas d'origine, ça a été rajouté à l'achat de la voiture, et pour avoir vu la facture d'achat de la voiture, je l'avais retrouvée, c'est une voiture qui avait coûté 92 000 € à l'achat neuve. Il faut savoir que ce genre de véhicule, avec un moteur très gros, voiture très puissante, c'est des véhicules qui ont énormément décoté avec le temps, c'est des véhicules que vous pouvez trouver facilement dans les 20-30 000 € avec un peu de kilomètres. Attention, au niveau du kilomètre, faut vraiment prendre en considération le fait que ce sont des très gros moteurs avec des grosses boîtes de vitesse et qu'un véhicule comme ça peut facilement faire 300, 400, 500 000 km sans problème. Je suis sur plusieurs groupes de 10 Q7 du monde entier et tout ça, et très régulièrement il y a des mecs qui postent leur avancement de leur Q7 et ils ont 300, 350, 400 000 km avec des contrôles techniques vierges. Donc faut vraiment pas comparer un Audi Q7 avec un 3008 PureTech 130 chevaux avec un moteur 1,2 litre qui lui est vraiment pas du tout prévu pour faire autant de kilomètres. Voilà, je préfère mettre les choses au clair aussi. Quand vous achetez un véhicule comme ça dans les 20-30 000 balles avec 100-150 000 km, le véhicule n'est pas en fin de vie. Le véhicule a encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'est important pour moi de préciser parce qu'il y a des gens qui disent waouh, fort kilométrage. Là, le mien, il va dépasser. Je vais dépasser les 200 000 km. J'y suis presque. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je trouve que c'était le bon moment pour le faire. Je suis à quelques centaines de kilomètres des 200 000 km et en fait, il finit seulement sur rodage. Bon, il finit sur rodage, c'est sûr, avec tout ce que j'ai changé dessus. Mais bon, moi, j'ai pas eu de chance. J'en connais plein qui ont des Q7 avec beaucoup plus de kilomètres, qui ont jamais eu aucun problème. Je sais pas ce que les anciens propriétaires, donc je suis 3e propriétaire de la voiture, je sais pas ce que les anciens propriétaires ont fait avec ce véhicule. Il suffit qu'il ait tiré un bateau pendant 50-60 000 km, que c'était un véhicule pour tirer des grosses charges, et forcément la mécanique s'use beaucoup plus vite. Donc j'ai pas la réponse à pourquoi j'ai eu des problèmes, mais dans tous les cas ça a été réglé et c'est le principal. Donc j'ai acheté cet Audi Q7 à 150 000 km à 20 000 €. Il était normalement à 25 000, j'ai fait une grosse négociation parce que l'achat était immédiat et tout ça. Je précise que lorsque je l'ai récupéré en janvier 2020, je l'ai payé au prix de l'achat, donc même en ayant fait quelques dizaines de milliers de kilomètres, il a été racheté au prix, je l'ai remboursé du coup au prix de l'achat de base, je préfère préciser, donc le véhicule a été payé, il n'a pas été volé, voilà, c'est important de préciser. Lorsque je l'ai acheté, j'ai appris que les 2 turbos avaient été changés, donc c'est un V8, donc un moteur en V avec 4 cylindres, il y a 2 turbos, 2 cata, 2 FAP, etc. Les turbos ont été changés, FAP, catalyseur, il y avait une révision aussi des suspensions hydrauliques. Alors, je regarde ma fiche, je me suis tout noté. Une révision des suspensions pneumatiques, pardon, pas hydrauliques, c'est des suspensions pneumatiques, elles ont été révisées, c'est ce que Audi m'ont dit. Alors, au niveau des frais, donc je vais faire par catégorie. La première catégorie, c'est les frais jusqu'à la panne du Q7, que vous connaissez tous. Ensuite, on va faire une catégorie avec les frais de la panne du Q7, et ensuite une catégorie avec les frais courants, comme le gasoil et l'essence. Voilà, tout ce qui est consommable et tout. Donc, au niveau du Q7, donc c'est un véhicule qui est relativement coûteux. Quand on achète un véhicule de cette gamme-là, il faut quand même savoir que derrière l'entretien, à part si t'es mécano, que t'as de la chance et que tu peux faire toi-même beaucoup de trucs, un véhicule qui est relativement coûteux. On peut pas comparer un Q7 qui est un Renault Scénic, même si les pannes sur des Renault Scénic ou des 3008, 5008 peuvent être coûteuses, je dis pas le contraire, mais tout de suite, certaines pièces et certaines réparations sont davantage plus coûteuses qu'un véhicule type normal, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, quand je l'ai acheté, je le savais très bien, donc c'est quand même un véhicule où il faut être conscient qu'il y a des frais derrière, que c'est pas un véhicule qui est vachement économique, c'est pas un véhicule qui est aussi prévu pour faire des économies de toute façon. Donc voilà, alors nous avons un train de pneus complet que j'avais payé avec montage 1 000 € quand j'ai acheté la voiture, les pneus
pneus étaient encore bons, mais j'ai dû les changer au bout de quelques mois. Et bah, j'avais voulu mettre des pneus haut de gamme dessus, donc j'avais pris des Toyo T1R ou je sais plus quoi, le Toyo Process et tout ça. J'ai voulu prendre le super haut de gamme en me disant c'est bon, les pneus ils vont tenir longtemps, etc. 1000 € avec le montage, je crois que j'étais 900 balles les 4, plus 100 balles de montage et tout. Et honnêtement, bah ça n'a rien changé dans la mesure où les pneus se bouffent tout aussi vite. C'est une voiture qui est lourde, hein, 2 tonnes 6, qui a beaucoup de couple, beaucoup de puissance, hein. C'est un truc, c'est un camion bordel. Et les pneus du coup s'usent bah pareil beaucoup plus rapidement qu'un monospace ou une voiture équivalente ou un petit SUV. Sur le 3008 par exemple, hein, je compare avec le 3008, c'est un SUV. Les pneus ont fait 30-40 000 km sans problème. Là sur le Q7, en tout cas au niveau du train arrière, parce que c'est un quattro mais il y a 60% de la puissance qui est à l'arrière, le train de pneus il fait 10 000 km, 10-12 000 maximum. Voilà, et à l'avant le double, parce que voilà, à l'avant ça se bouffe moins vite. Donc déjà là, on est sur du coup un train de pneus qui s'use beaucoup plus vite que d'autres voitures. Donc un train de pneus complet 1000 €, des ampoules diverses 30 €. J'avais dû acheter tout un pack d'ampoules parce que la voiture a plus de 10 ans et les ampoules crament petit à petit les unes après les autres, donc fallait les changer. J'ai changé aussi la batterie qui était d'origine, donc une batterie 120 ampères-heure, c'est une très grosse batterie, c'est pas les petites batteries de voiture, c'est une très grosse batterie comme des camions et tout ça, ça m'a coûté 150 balles la batterie. J'ai rechangé les 2 pneus arrière du coup au bout de quelques mois parce qu'il a beaucoup roulé. Cette fois-ci j'ai pas fait la même, j'ai pas pris la même décision. J'ai acheté des pneus très haut de gamme, j'ai acheté des pneus sous marque mais bien notés avec des bons résultats parce que je me suis dit autant les bouffer aussi vite, autant prendre des pneus qui coûtent moins cher. Donc c'est des pneus du coup que j'ai pris et qui m'ont coûté 250 € les 2 pneus arrière. Donc tu vois, on est déjà à diviser par 2 la note au niveau du train de pneus. Et la révision des 180 000 que j'ai payé 450 € dans un garage indépendant. Pourquoi? Parce que j'avais pris rendez-vous chez Audi, la révision c'était 850 balles la révision du Q7 et finalement mon contact qui est garagiste du coup m'a dit mais nous on peut te la faire la révision, pas de problème, ils font des BMW M5, des grosses bagnoles et tout ça, et j'ai payé du coup quasiment 2 fois moins cher de faire la révision. Après c'est un moteur où il y a 8 ou 9 litres d'huile, donc il y a déjà énormément d'huile dans le moteur, donc voilà. Nous avons ensuite la panne, je vous ferai le total après, là je vous donne les chiffres comme ça, je vous ferai le total après. Ensuite nous avons la panne du Q7, la sainte panne du Q7, du coup qui m'a coûté une nouvelle batterie, 120 ampères-heure à 150 €. Finalement la batterie n'avait rien à voir, parce que là j'ai de nouveau l'ancienne dedans, et la nouvelle que j'avais achetée, à force de la recharger, avec le booster et tout, je l'ai cramé, voilà. Les capteurs PMH G40 qui m'ont coûté 80 € frais de port compris, sachant que j'ai acheté 2 PMH, un G40, alors que c'était pas ça le problème. La réparation du calculateur qui n'avait finalement pas de problème m'a coûté 1000 € avec les frais de port, à le renvoyer, le recevoir, etc. J'avais même renvoyé le deuxième calculateur, parce qu'il y a un calculateur maître et un calculateur esclave dans le Q7, il y en a 2. Ça m'a coûté 1000 €, je reviendrai tout à l'heure, donc qui n'ont servi à rien vu que le calculateur fonctionnait parfaitement. Le remorquage de la voiture pour l'amener au garage, 230 € de remorquage, donc c'est quand même une belle facture. C'est, il me semble, hein, ça peut être varié un petit peu, mais voilà. Et ensuite la réparation de la panne du Q7 qui a nécessité la dépose boîte moteur, l'ouverture du moteur, le changement de la chaîne de distribution, tendeur de chaîne, car la voiture, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un tendeur de chaîne qui a cassé, un ou deux, et du coup la chaîne s'est emballée dans le moteur et le moteur était briqué. Donc j'ai eu de la chance, vu que ça s'est passé à l'arrêt, j'ai pas cassé autre chose parce que j'aurais pu plier les queues de soupape, j'aurais pu péter les linguets et aller plus loin vers jusqu'au arbre à cam et tout ça, mais voilà, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Ça m'a coûté 3400 €. Ça comprend la réparation de la voiture, ça comprend le changement du joint spi boîte moteur qui fuyait, ça je l'avais vu, la main d'œuvre et la vidange moteur. Donc là je suis reparti sur une vidange, j'ai récupéré la voiture avec 182 000 km, 185 000 je sais plus, et du coup je sais que la prochaine vidange du Q7 ça sera, ils disent 30 000 km en long life, moi ça me semble un peu beaucoup 30 000 km, ça ferait probablement d'ici quelques mois à 200-205 000 km, voilà. Nous avons ensuite changement des plaquettes de frein à l'avant, ça m'a coûté 260 € main d'œuvre comprise pour changer les plaquettes, sachant que pour la DS quand je change les plaquettes ça me coûte 70 balles, donc tu vois déjà aussi une différence. J'ai aussi fait réparer l'amplificateur Bose qui a pris l'eau, ça m'a coûté 400 € aussi. J'ai rechangé de nouveau les pneus arrière, hein. De toute façon j'ai fait 50 000 bornes avec la bagnole, donc j'ai essayé de changer plusieurs fois, ça m'a coûté 200 € cette fois-ci, montage compris, parce que j'ai une bonne promo sur les pneus. Voilà, ce qui fait du coup un coût total au niveau coût total entretien, donc au niveau de ce que la voiture m'a coûté au niveau des réparations, des plaquettes, des vidanges, etc. 7600 €. C'est à peu près sur 2 ans et 2 mois, 2 ans et 3 mois depuis l'achat de la voiture, donc ça a coûté 7600 €. Bien évidemment que s'il n'y avait pas eu la panne du Q7, il y aurait eu beaucoup moins de frais que ça, hein. On aurait pu épargner une batterie, les capteurs, le calculateur, le remorquage, la réparation, les plaquettes fallait les changer, l'amplificateur aussi, ça n'a rien à voir avec la panne, mais voilà, ça aurait pu économiser 4-5 000 balles sur les 7600. Donc faut quand même prendre en compte que du coup sur 2 ans ça représente, s'il n'y a pas eu de panne, donc moi il y a une panne, mais si t'as pas de panne, au niveau de l'entretien d'hiver, des vidanges, des pneus, etc., c'est quand même un petit billet d'environ 3000-4000 balles pour 2 ans, donc en gros 1500-2000 balles d'entretien par an pour ce véhicule.
donc ça fait quand même un sacré budget, hein, c'est quand même pas rien pour une auto pareille. Ensuite, nous avons les frais gasoil et assurance, donc je paye 160 € d'assurance par mois. Ça a baissé, hein, parce que j'ai passé, mon bonus a augmenté, mais j'étais à 167, 163, maintenant je paye 160 € en tout risque, avec remorquage compris, enfin j'ai pris la totale là, et je suis à 160 balles par mois, et ça fait 4320 € d'assurance depuis le début et l'achat de la voiture. Et au niveau du gasoil, 50 000 km, sachant que le Q7 est un véhicule qui a un réservoir de 100 litres, qui fait à peu près 900 km avec un plein, donc ça fait 10-12 litres au 100. 50 000 km, ça représente avec un gasoil à 1,30 €, 1,40 €, j'ai fait une petite moyenne, de 7150 € du coup de frais de gasoil pour ce véhicule. Voilà, c'est un véhicule qui consomme, hein, si tu compares avec un SUV diesel qui tourne dans les 6 litres, 6 litres 5, ou un SUV essence qui tourne dans les 7 litres, comme le 3008 j'avais, 7 litres, 7 litres 5. Là, on est quand même à 4 litres de plus au 100 facilement pour un véhicule. Voilà, donc c'est quand même un coût qui est pas négligeable. Ce qui fait au total 11 470 € de frais d'assurance et de gasoil, et ce qui fait au total 19 000 €. Ce véhicule m'aura coûté sur 2 ans environ, depuis que je l'ai, un peu plus de 2 ans, 19 000 €. Si on enlève la casse moteur, enfin la panne qu'il y a eu, la casse de la chaîne et tout, ça nous rapporte à 14 000 € environ sur 2 ans, donc ça représente quand même un sacré budget, parce que finalement si tu reportes ça au mois, donc ça nous fait 7 000 € par an de frais, c'est pas négligeable, ça fait 600 balles par mois après 500-600 balles par mois de frais d'entretien pour cette voiture, gasoil, assurance, etc. Après, prends une autre bagnole, tu payeras aussi une assurance, tu payeras aussi du gasoil ou de l'essence. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est une voiture qui est quand même coûteuse à entretien. Alors je fais pas cette vidéo pour dire ouais vous avez vu je paye une bagnole chère. Non, je m'en fous. Si demain je peux plus l'assumer, je la vends. C'est pas un problème, tu vois. Mais pour l'instant je peux l'assumer et tout. Elle nous convient parfaitement. Elle a 7 places, elle a du couple, de la puissance. Sachant qu'en plus, bon, j'ai payé 1000 € de réparation du calculateur. Cependant, la personne qui a réparé le calculateur alors qu'il n'était pas en panne m'a fait cadeau d'une reprogrammation dessus. Donc la voiture elle est passée de 320-330 chevaux à quasiment 400-450. Donc c'est quand même beaucoup de puissance. Le couple il est satellisé, hein. Je crois que c'est 800 Nm ou 900 Nm. C'est vraiment le truc, c'est un camion. Voilà, c'est un camion sur roue. Et c'est vrai que t'as aucun problème à dépasser les gens, t'as aucun problème à accélérer et tout. Ça te colle au siège quand t'accélères. Les gens qui montent dedans pour la première fois sont assez surpris parce que tu vois le gabarit de la bagnole qui est très imposant. Tu te dis waouh, c'est une grosse bagnole, 2 tonnes 6, c'est super lourd. Mais avec la puissance qu'il y a derrière, bah finalement ça pousse quand même sévère. Après, c'est un truc que Laura n'avait pas compris, c'est que je lui ai dit qu'au niveau du Q7 avec 400-450 chevaux, tu peux pas rivaliser avec des compacts sportives qui ont 300 chevaux. C'est pas possible, genre Mégane RS, Seat Leon Cupra, alors tu tiendras, c'est rigolo, mais tu pourras pas tenir la distance et tout. Et elle m'a dit bah comment ça se fait, il y a 150 chevaux de plus. Oui, mais la voiture est lourde, elle fait 2 tonnes 6, plus la voiture est lourde, bah plus forcément il y aura du mal à la mouvoir et à l'arrêter aussi. Donc voilà, faut être cohérent au niveau des chiffres. La puissance ne fait pas tout, le poids de l'auto est aussi énorme. Quand tu regardes le buggy de mon père qui fait environ 500-600 kg et qui a un moteur 120 chevaux atmosphérique dessus, son truc il arrache autant que la DS3 qui en a 220 chevaux, tu vois. Tout simplement parce que la DS3 elle pèse 1 tonne 2 et que son truc il pèse 600 kg, tu vois. Donc voilà, c'est un véhicule qui pour moi est vraiment super confortable. Alors c'est un salon roulant dedans, toute option et tout. C'est un véhicule qui a plus de 10 ans, mais le régulateur adaptatif, donc elle freine et accélère en fonction des voitures qu'il y a devant. J'ai toutes les options que tu peux avoir dans n'importe quelle bagnole. J'ai le GPS, le téléphone, le kit main libre, j'ai des feux Big Xenon, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce véhicule. Ce aussi qui m'a surpris, que je m'y attendais pas, c'est quand tu branches une attache remorque. Donc quand je branche la remorque du père de Laura dessus, ça me met des voyants, que ça détecte une remorque, et du coup ça me met des voyants supplémentaires dans la voiture pour m'afficher que le clignotant c'est le clignotant de la remorque. Si ça, il gère vraiment ça nativement, parce que l'attache remorque qui a d'origine sur le Q7 c'est d'origine Audi. C'est un attache remorque que je peux démonter, hein, il y a une prise, t'as un truc à déclipser, tu peux l'enlever. Là pour l'instant je le laisse parce qu'on prend souvent la remorque, mais c'est vrai que c'est un véhicule qui moi qui m'apporte entière satisfaction. De tous les véhicules que j'ai eu jusqu'à maintenant, si on exclut justement ces frais d'entretien et ces frais quotidiens qui sont quand même relativement élevés, en même temps c'est un véhicule haut de gamme, c'est un véhicule même s'il est vieux, c'est quand même un véhicule haut de gamme. Si t'enlèves ses frais etc, c'est quand même une bagnole absolument incroyable, et pour moi de tous les véhicules que j'ai eu, c'est celle qui me plaît le plus. Même à côté de la DS, si on me demande de choisir l'une ou l'autre, je préfère le Q7, sans compter le fait qu'il y a 7 places dedans, que c'est mieux pour les enfants. Mais c'est vraiment un salon roulant, super agréable. Le bruit du V8, c'est quelque chose. Alors même s'il est en diesel, je peux vous garantir que le bruit il laisse pas indifférent, tu l'entends bien dans l'habitacle et tu l'entends bien à l'extérieur. Le bruit du V8 est très particulier. Alors les V8 américains, les V8 allemands et les V8 italiens ont pas tous la même sonorité. Italiens, c'est des V8 qui sont très aigus parce qu'ils ont un fonctionnement des cylindres totalement différent. Les V8 américains, c'est des V8 qui font un gros bruit de bateau, tandis que le V8 allemand, c'est un peu un mix des deux. Voilà, on est sur un mix des deux et c'est vrai qu'il fait un joli bruit. Je m'étais dit que j'allais faire des modifications sur le véhicule après que je l'ai récupéré de sa réparation. Je voulais entre autres retirer FAP et catalyseur pour améliorer la sonorité, machin, etc. Le problème c'est qu'il est passé au contrôle technique avec 0 défaut. Ah, Justin,
c'est les plaquettes, je le savais. Il passait au CT avec 0 défaut, et c'est une voiture familiale, et j'ai pas envie de la trafiquer et d'avoir des problèmes. Autant la DS, c'est une sportive, bon, elle était déjà modifiée par l'ancien propriétaire, c'est une petite sportive, c'est rigolo, mais le Q7, je pense qu'à ce prix-là, on va pas commencer à s'amuser à faire des trucs. Je voulais rajouter 2 canules d'échappement double à l'arrière, comme les Cayenne. Ça nécessite rien du tout, hein, c'est juste, faut juste dévisser la première et revisser. J'ai laissé tomber pour l'instant, j'ai juste peint la calandre en noir parce que je trouve ça joli. Faut que je fasse le logo à l'arrière aussi, que je l'enlève et que je fasse en noir. Mais voilà, je voulais faire des trucs, mais finalement je le laisse pour l'instant comme ça parce que je pense qu'il y a eu assez de frais qui ont été faits sur ce véhicule. Concernant enfin, et on va terminer là-dessus, si je le vends ou pas, je me suis énormément posé la question de le vendre ou pas, dans la mesure où la panne m'a fait chier quand même. Maintenant qu'il est réparé, qu'il roule correctement, etc., je pense pas le vendre, je pense le garder pour l'instant pendant un bon moment encore, dans la mesure où voilà, je vais le vendre à un bon prix, hein, c'est des véhicules qui se vendent bien, hein. Enfin, le V8 TDI il se vend un peu moins facilement que le V6, hein. Il existe en V6 TDI, V8 TDI, V6 essence il me semble et V8 essence. V8 essence est beaucoup moins performant que le V8 diesel, c'est des véhicules qui pour des connaisseurs et des passionnés ça peut se vendre facilement, mais ça peut mettre des mois aussi. Moi par exemple quand je l'ai acheté, le mec ça faisait un moment qu'il essayait de la vendre, bon bah c'était quand même, voilà, c'était quand même du temps perdu et tout ça, mais le vendre pourquoi faire? Pour acheter un monospace, un 5008, un Qashqai 2 Plus ou quelque chose comme ça, du coup qui sera forcément moins coûteux à l'entretien, moins coûteux au quotidien, et qui me dit pas que j'aurai des pannes dessus, j'en sais rien. J'avais même réfléchi quand j'ai vu Miguel et Anto avec leur T5, je me suis dit, putain en fait vendre le Q7 pour prendre un T5, sauf qu'il y a pas 7 places dedans, donc du coup bah ça va pas. Mais non, je pense qu'on va le garder, de toute façon il roule beaucoup moins maintenant, il roule énormément moins, donc les frais que je vous ai mis là c'est 50 000 km, donc c'est 25 000 km par an, c'est quand même pas mal pour un diesel, mais là à l'heure actuelle il en fera beaucoup moins. Que les enfants viennent habiter ici ou pas, de toute façon les frais du Q7 sont quand même fortement réduits maintenant avec la situation, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo, ce point de situation sur l'entretien et le coût de ce saint véhicule vous aura fait plaisir. Ça s'adresse aussi aux personnes qui ne me connaissent pas mais qui tombent, parce que la vidéo de présentation du Q7, il y a pas mal de gens qui me connaissent pas qui sont tombés dessus, donc si ça peut intéresser aussi des gens qui sont susceptibles d'acheter ce véhicule, bah n'hésitez pas, en tout cas ça peut vous donner un petit peu d'infos. Donc comme je le dis encore une fois, la panne que j'ai eue c'est pas une panne que vous aurez forcément, la panne que j'ai eue c'est extrêmement rare, Audi me l'ont dit, hein, c'est une panne qui est très rare sur les moteurs V8 TDI, que les tendeurs de chaîne cassent comme ça. Maintenant comme je dis, je sais pas ce que les anciens proprios ont fait avec, hein, on ne sait pas. Et voilà, donc c'est quand même une voiture qui est au quotidien assurance et gasoil et pneus et plaquettes et révision, c'est quand même un véhicule relativement coûteux, qui est visiblement 2 fois plus coûteux qu'un véhicule type normal avec un moteur DCI HDI 150 chevaux, un truc comme ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura répondu à certaines de vos questions, moi ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.